à vous ce lundi au sommaire. Décès après la prise de vaccin anti-Covid-19, des preuves avec Francis Kalombo dans cette édition. Quelques autorités ont pris part à la cérémonie de mariage du fils de l'ancien vice-président congolais, et ce en violation des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. La commission spéciale pour les recensements avant les élections de 2023, le gouvernement Samalou Kondé vient de planter le décor du glissement. Plus rien ne sera plus comme avant. Désormais, les chefs des exécutifs provinciaux doivent payer leur participation à la conférence des gouverneurs. Enfin, retour en image sur les grandes actions de l'ancien gouverneur de la province du Grand Katanga, Moïse Katumbi. Ce sont là des titres à développer tout au long de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Commission spéciale pour le recensement avant les élections de 2023, le Premier ministre Samalou Kondé a réuni Daniel Asselo, Christian Mwando, Nicolas Kazadi et Eberande Kolongele pour planter le décor du glissement. Des détails avec Patricia Mastaki. Le recensement et l'identification de la population avant la tenue des élections générales de 2023 demeurent toujours une priorité au niveau du gouvernement. Preuve de l'engagement du gouvernement à gagner ce pari, le Premier ministre Samalou Kondé a réuni lundi dans son cabinet les ministres directement impliqués dans ces dossiers, notamment Asselo Okito Daniel, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Mwando Simba Christian, ministre d'État, ministre du Plan, Kazadi Kadima Nicolas, ministre de Finances, et Kolongele Eberande, ministre du Numérique. Des responsables des services spécialisés dans le domaine du recensement et d'identification de la population ont été également conviés à cette séance de travail, notamment Richard Ilunga, directeur général de l'Office national de l'identification de la population ONIP, Roger Chulungu Rokina, directeur général de l'Institut national des statistiques. À l'issue de cette réunion, il a été convenu de mettre en place une commission interministérielle chargée de rédiger une feuille de route du processus de recensement et d'identification de la population en RDC. Cette commission spéciale dispose de 10 jours pour apprêter cette feuille de route à soumettre au Premier ministre avant sa présentation devant le Conseil de ministres. À terme, le gouvernement s'écharpe de doter chaque Congolais d'une carte d'identité dans la perspective des élections de 2023. À l'issue de cette réunion, le vice-premier ministre de l'Intérieur a fait le point à la presse. Ce lundi 5 juillet, le Premier ministre a invité 4 ministres de l'Intérieur, du Numérique, du Plan et des Finances pour échanger pour la toute première fois sur le processus de recensement et d'identification de la population congolaise. Tout le monde le sait, en 2023, le pays devra organiser les élections nationales. C'est pour cette raison que le Premier ministre a voulu nous inviter ces jours pour qu'ensemble, les 4 ministères et les services spécialisés rattachés, de manière à nous permettre de voir ce que nous devons commencer à faire. Il y a toute une voie à suivre. Pour cette fin-là, une commission venait d'être mise en place pour que d'ici 10 jours, un cahier de charges soit soumis au Premier ministre et donc au gouvernement pour que le pays soit informé de ce qu'il y a à faire d'ici là pour les élections, a indiqué le vice-premier ministre Daniel Asselo Okito. Au recensement et identification de la population avant les élections de 2023, le gouvernement y croit fermement. On se rappelle qu'en 2015, un projet similaire porté par Évariste Bochab, alors vice-premier ministre de l'Intérieur sous Joseph Kabila, avait rencontré une farouche opposition de la population, craignant les risques d'un glissement à longue durée des élections de 2016. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi réussira-t-il à conditionner la tenue des élections de 2023 au recensement et identification de la population, là où son prédécesseur Joseph Kabila a échoué? C'est tout le problème. Pour le moment, le Premier ministre Samalou Kondé et son gouvernement se mobilisent pour gagner le pari avant les échéances électorales de 2023. La présidence de la centrale électorale, Denis Kadima ou Paul Sampou, comme le Front commun pour le Congo, l'a fait avec la candidature de Ronsard Malonda à la présidence de la commission électorale nationale indépendante. Le pouvoir, lui, mise sur 2 candidats potentiels. Des détails avec Jocelyne Luanga. Suivez. Dans le cas présidentiel, seuls 2 candidats sont restés en lice, à savoir Denis Kadima et Paul Sampou. Si ces derniers disposent d'une expertise avérée en matière électorale,
on s'afficha publiquement comme très proche du pouvoir en place, c'est tout le jeu électoral qui s'est trouvé biaisé. En son temps, le FCC a commis la même erreur, suscitant de vives tensions dans l'opinion publique. Décidément, l'union sacrée de la nation est sur le point de tomber dans le même travers en prouvant noir sur blanc qu'elle tient à installer à la tête d'un candidat, certes issu de la société civile, qui lui serait totalement docile. C'est la preuve qu'on n'a jamais tiré les leçons des erreurs du passé. En République démocratique du Congo, l'histoire est un éternel recommencement. On prend le même et on recommence. Cette répétition de l'histoire laisse tout le monde sans voix au point que les observateurs se posent des questions sur les objectifs recherchés à travers certaines démarches du camp présidentiel. Sinon, comment peut-on croire que des candidats notoirement connus comme proches du régime actuel et qui s'efforcent eux-mêmes de confirmer leur proximité avec le pouvoir du président Félix Tshisekedi puissent prétendre prendre la direction de la Commission électorale nationale indépendante sans susciter une réprobation générale. De la même manière que la candidature du très indépendant Ronsard Malonda était-elle prise en charge par la mouvance kabyliste sans pudeur, il se constate que le camp présidentiel avance. Dévoilé dans sa stratégie de mettre à la tête de la CENI une personnalité de confiance. Et on ne va pas très loin que de prendre des personnalités qui hypothèquent leur neutralité par leur proximité respective. Denis Kadima et Paul Sampou sont les deux noms dont les candidatures sont tellement téléphonées qu'il serait indélicat de le retenir. Pourtant, sur papier, ce sont de poids lourds, voire des favoris au regard de leur parcours respectif en matière électorale. Les deux n'ont pas besoin de s'associer à des conseillers du président de la République et de chanter sur tout le toit que la bénédiction présidentielle les accompagnerait. Ce trafic d'influence de notre âge est très préjudiciable pour la sérénité du processus en cours. L'expertise de ces deux personnalités en matière des élections est connue de tout le monde. Rien ne sert donc de chercher de béquilles pour se faire accepter par les confessions religieuses. Maître Blanchard Bongomba, secrétaire général du parti Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito, se dit pas du tout surpris de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la loi organique portant fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Sur ce, des mécanismes pour bloquer cette loi seront mis en place. Jocelyne Luang, Kevalokela, suivez. Réagissant à la décision de la Cour constitutionnelle sur la loi organique sur le fonctionnement de la CENI, Maître Blanchard Bongomba s'est dit de ne pas être surpris. Cet arrêt ne nous surprend pas, d'autant plus que tous nous savons comment est-ce que cette Cour a été mise en place en violation de textes de la République. Le peuple estime que nous devons, après 3 cycles électoraux qui n'ont pas donné les résultats escomptés, nous devons aller à une dépolitisation de la CENI que de nous donner encore une CENI où nous avons un bureau mixte composé des acteurs de la société civile et des acteurs politiques qui sont compétiteurs du reste. Alors, les amis de l'IDPS doivent savoir que la CENI n'est pas l'unique institution d'appui à la démocratie dans notre pays. Je peux vous citer les cas de la Commission nationale de droits de l'homme qui est une institution d'appui à la démocratie au même titre que la Commission électorale nationale indépendante. Mais si vous voyez la composition et l'organisation de cette commission électorale, de cette CNDH, Commission nationale de droits de l'homme, elle n'est pas composée des acteurs politiques, c'est essentiellement composé des acteurs de la société civile. Mais pourquoi ne pas prendre cet exemple? Parce qu'il faut savoir que les décisions, les conclusions, les rapports de la CNDH s'opposent ou impactent sur les actes des acteurs politiques que nous sommes. Par ailleurs, le secrétaire général du Nouvel Élan estime que des mécanismes pour empêcher la pratique de cette loi sont mis en place. Nous allons mettre en place les mécanismes qui vont empêcher à ce que cette loi ne soit appliquée. En tant que politique, vous savez que ce sont les politiques qui décident de la gestion ou qui décident de l'application ou l'applicabilité des textes. Nous disons que, ensemble avec notre peuple, nous allons montrer que c'est le peuple qui est le souverain, de manière à ce que cette loi
qui n'a pas recueilli le consensus ne soit pas imposé, ne soit pas appliqué, en tout cas à ces peuples qui n'en veulent pas. Autre chose, bluff ou réalité, la participation des chefs des exécutifs provinciaux à la conférence des gouverneurs ne sera plus gratuite comme dans le passé. Ainsi, on a décidé le patron de la territoriale dans un message officiel. Patricia Mastaki, suivez. Premier anarque de Daniel Assello. En juillet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, instruit les gouverneurs de province de payer la bagatelle somme de $5 000 au titre de contribution au secrétariat permanent de la conférence de gouverneurs. Et quand on multiplie $5 000 fois 26, cela fait un pactole de $130 000 américains. Ce n'est pas tout. Daniel Assello oblige le chef des exécutifs provinciaux à verser cette somme directement auprès du comptable du ministre de l'Intérieur. C'est une première de voir les gouverneurs de province sommés par le ministre de l'Intérieur de contribuer financièrement à leur conférence générale prise en charge par le pouvoir central. Et pourtant, en tant que patron de la territoriale, il est mieux placé pour savoir les difficultés auxquelles font face les provinces pour leur fonctionnement. Par ailleurs, il sait également que ces 26 provinces ne sont pas logées à la même enseigne. Il n'est pas tard pour mieux faire. Le vice-premier ministre Assello devrait faire machine arrière et revoir sa copie. Les organisations membres de la coalition pour la gouvernance des entreprises publiques, COJEP en sigle, demandent au gouvernement congolais de rendre public l'accord signé entre l'entreprise Sakina SA et l'entreprise éditeur LTD, comme indique un communiqué de ce vendredi 2 juillet 2021. Patricia Mastaki, suivez. L'annonce a été faite dans la foulée des visites croisées entre les présidents Paul Kagame du Rwanda et Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC à Rubavu et à Goma samedi 26 juin dernier et fait état d'un accord à concerner l'exploitation des mines d'or entre Sakima, entreprise publique de droit congolais, et l'entreprise DITER LTD, entité rwandaise de droit privé, et peut-on lire dans les communiqués signés par les organisations membres. Malgré la signature de cette importante protocole d'accord, les règles de transparence doivent être respectées. Elle exige la publication du contrat signé avec le Rwanda pour l'extraction et les raffinages de l'or. Rappelle également à l'opinion publique les dispositions relatives à la transparence contenues dans la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018 modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 et portant code minier et dans les décrets 18/024 du 8 juin 2018 modifiant et complétant les décrets numéro 038 du 26 mars 2003 portant règlement minier, indique le collectif. Et de préciser, ces dispositions font obligation à l'État congolais en application des normes nationales, régionales et internationales en matière de transparence dans l'industrie minière, des traçabilités et des certifications des substances minérales, notamment la divulgation et la publication des contrats et des bénéficiaires réels des actifs miniers ainsi que les déclarations de tous les impôts, taxes, droits et redevances dus et payés à l'État. Le contrat minier, leurs annexes devront être publiés au journal officiel en déant 60 jours de la date de leur signature. Rappelons que depuis l'annonce de la signature de 3 protocoles d'accord entre le Rwanda et la RDC samedi 26 juin, des réactions continuent de tomber exigeant la publication de celui lié à l'exploitation d'or. Comme vous le savez, Félix-Antoine Tshisekedi a eu à signer avec son homologue rwandais Paul Kagame des accords. Pati Katanga soutient la publication du contrat signé autour de l'extraction et le raffinage de l'or car les accords signés dans le passé n'ont pas été au bénéfice des Congolais. Jocelyne Luanga, Kevin Lukila, suivez. L'exigence de la transparence est une bonne chose en démocratie, que ce soit pour le Rwanda, que ce soit pour l'Ouganda, que ce soit pour n'importe quel pays. Lorsque les citoyens exigent de voir les contrats qui avaient été signés, cela participe à la vivacité de la démocratie. Où est le problème? Bon, d'abord, il y a la crainte générale. Maintenant, le peuple ne veut plus de ces pratiques. Deuxièmement, dans le cas du Rwanda, on sait ce qui s'est passé entre le Congo et le Rwanda. Mais il s'est passé des massacres. Nous avons les rapports mapping.
le Rwanda a connu des massacres odieux en République démocratique du Congo. Et donc, nous disons que reprendre comme ça une coopération soit-elle économique, on s'est dit s'il n'y a pas eu justice, notamment en ce qui concerne les rapports mapping, nous craignons que la même chose se répète. Les troupes rwandaises de l'APR, pourquoi sont-ils venus ici massacrer les Congolais si ce n'est pas pour prendre possession de nos gisements de minerais? Donc, que les richesses congolaises soient partagées avec le Rwanda, je ne sais pas si la France est prête à partager ses richesses avec l'Allemagne. Donc, il ne faut pas demander aux Congolais ce qu'on peut demander à un autre peuple du monde. Donc, c'est fini ce comportement-là de penser que les Congolais, nous sommes des sous-hommes. Les richesses congolaises doivent profiter d'abord aux Congolais, à la République démocratique du Congo. Remise et reprise au secrétariat général aux mines, violation au grand jour en rapport avec les procédures. Gisèle Nzeba pour plus de détails. Suivez. L'état des droits prôné par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a encore du chemin pour s'ancrer dans le mœurs public, particulièrement dans le chef de ceux deux qui disposent d'une parcelle de pouvoir en République démocratique du Congo. En effet, ce qui se passe au secrétariat général aux mines devrait interpeller les légalistes dans la mesure où la loi, particulièrement la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics de l'État est violée au grand jour. C'est le monde à l'envers. Ainsi, par la seule volonté de Madame la ministre de Mines, elle a été procédée à une remise et reprise atypique qui installe dans ses nouvelles fonctions M. Mboma Zouabakissa Breloc au poste de secrétaire général. Absent, le secrétaire général aux mines suspendu, Joseph Ikoli Yombo Yapeke, n'a pas assisté à cette cérémonie. En réalité, il ne pouvait en être autrement dans la mesure où le secrétaire général suspendu n'a pas voulu cautionner l'arbitraire en assistant à une cérémonie dénuée de tout fondement légal. Pourtant, ce qu'il avait clairement repris dans de termes polis et sincères dans la lettre qu'il a adressée à Madame la ministre en réponse à sa lettre de suspension. Il s'est dénoté que le CGI Coli est déjà à la porte de la retraite en principe. Il ne lui reste qu'entre 2 ou 3 ans pour atteindre l'âge de la retraite. Ce n'est pas de cette manière que la nation doit le remercier pour tout le service qu'il a rendu. S'il doit partir, ça sera en tout cas par la grande porte, pas à le ridiculisant après avoir été dans tous les combats dans le secteur minier. Comme annoncé en titre, le coordonnateur provincial de l'ensemble de Kinshasa, Francis Kalombo, révèle avec preuve à l'appui les conséquences de la prise du vaccin anti-Covid-19 et ce, après le décès d'un de ses proches. Regardez. Oui. C'est toujours difficile, il y a pour annoncer le décès d'un proche, d'un ami qui est plus qu'un ami, c'est un frère. Awa bomonia les accords, il y a un déconabiso, ninga nabiso Jean-Pierre Bola qui ça. Na intime to benga ke bola fa, atiki biso lelo, aouta yiko za vaccin en goyo. Ah, botala, azu vaccin les 3, samedi les 3, na centre Diamant. De bozomo na combo ya vaccin ngo ba komi ceux qui Shadox. Il y a Covid-19. Pour éviter ce qui a marqué, ce qui a wapi, dans le centre médical, il y a Diamant. Donc, à ce samedi, tant à Zongi, la peau qu'on a ba malaise, lobby nango, ba malaise et bandi ko mata, sali pour une réunion, de balbaka mais la paracétamol et goleka, mais pour na Jampi et l'équité, les lots na ba boutou, Jampi, malaise est continué à Koufi à Tiki Bisso. Pour ça là, tu peux exiger un dégât que Sengaka, basa l'autopsie, baye basoki, et l'origine de Sali qui est même. Il était en bonne santé, Azamouan a poto, il était même prêt à repartir à Singapour. Mais c'est pas, moi aussi j'ai été vacciné. J'ai eu le vaccin, mais pas dans le qui Pfizer, mais il a évité à combat vaccin il va tuer. Mais tu as moyen de saisir justice, l'État mégabota là, tu y basoki. Catégorie vaccin ni vaccin qui est qui yango peut monter mais peut-être et cause à l'appel au
Et à Kinshasa, la capitale, quelques autorités ont pris part à la cérémonie de mariage du fils de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba en violation des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Philippe Vompi, suivez. Plusieurs autorités présentes dans cette cérémonie malgré l'interdiction des célébrations des fêtes de réunions de plus de 10 personnes à Kinshasa. On remarque également la présence de plusieurs personnes sans masque dans les photos diffusées sur les réseaux sociaux. Parmi les invités de la famille Bemba, le président de la République Félix Tshisekedi et son épouse et l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. L'opinion se pose la question, c'est seulement le petit peuple qui doit respecter les mesures contre Covid ou tout le monde, les autorités qui prennent des décisions sont les premières à les violer que le message à la population. Rappelons que c'est depuis le 15 juin que le président de la République, Félix Tshisekedi, a renforcé les mesures contre la troisième vague de Covid-19, dont l'interdiction de manifester de plus de 10 personnes. Parlons situation sécuritaire. Persistance des groupes armés pendant l'état de siège. Le Conseil de sécurité a adopté quelques mesures. Des détails avec Jocelyne Luang. Suivez. Dans le préambule de la résolution adoptée, le Conseil exprime sa préoccupation quant à la présence persistante de groupes armés nationaux et étrangers dans l'est de la RDC et quant aux souffrances qu'ils infligent à la population civile du pays, du fait notamment des violations de droits humains, Conseil de sécurité. De plus, il revient sur les ressources naturelles comme principale motivation de ces groupes armés. Ce Conseil exprime également sa préoccupation quant à la poursuite de l'exploitation et du commerce illégaux des ressources naturelles permettent à ces groupes armés d'opérer et se félicite de l'engagement diplomatique pris par les États de la région pour favoriser la paix et la réconciliation dans la région. Enfin, le Conseil de sécurité maintient son embargo sur les armes jusqu'en 2022 aux personnes et entités impliquées dans cette barbarie. Le Conseil réaffirme que l'embargo sur les armes ne s'applique plus depuis la résolution 1807-2008 au gouvernement congolais, mais bien aux personnes et entités que le comité des sanctions créé en vertu de la résolution 1533-2044 aura désigné, lesquels sont également la cible des autres mesures de sanctions. Un groupe d'experts mis en place chargé d'appuyer le comité des sanctions contentieux. Enfin, le Conseil proroge jusqu'au 1er août 2022 les mandats du groupe d'experts chargé d'appuyer le comité des sanctions et exprime l'intention de les réexaminer et de se prononcer le 1er juillet 2022 sur une nouvelle prorogation. Le groupe d'experts est prié de présenter un rapport à mi-parcours le 30 décembre 2021 au plus tard. Extrait des résolutions. Rappelons tout de même que depuis le 6 mai que le président de la République a décrété l'état de siège. Le Sénat a décidé de livrer le sénateur Matata Ponyo à travers une décision prise ce lundi 5 juillet 2021. Le bureau du Sénat autorise les poursuites judiciaires contre Augustin Matata Ponyo par le procureur général près la Cour constitutionnelle ainsi que la levée de ses immunités parlementaires. L'état de santé du cardinal Laurent Mosengo, bien que stable, demeure préoccupant. L'avion médicalisé pour son évacuation est arrivé à Kinshasa tôt ce matin. Les formalités d'usage sont en cours pour son décollage cette nuit. C'est ce qu'indique un communiqué signé par l'abbé Georges Njila. Retour en image sur les grandes actions de l'ancien gouverneur Moïse Katumbi. Regardez. Les œuvres de Moïse Katumbi Tchapwe parlent d'eux-mêmes avec Mazembe, projet communautaire, un stade bijou d'Afrique qui amène au pays 5 trophées africains à médaille de bronze à la Coupe du monde de club. L'image du Grand Congo est respectée. Mazembe est un fier ambassadeur du pays qui donne une autre image de ces pays. C'est la vision d'un homme pour sa jeunesse, avenir de demain, mais d'abord pour son pays. Un privé qui le fait pour amour de son pays doit être applaudi. Ailleurs en Afrique, ce monsieur que les autres ne se gênent pas d'imiter ou de les copier en bien. Au Congo-Kinshasa, rare l'en fait, vrai patriotisme. Putuka est une merveille. Au lieu de le faire en Afrique du Sud, en Belgique, en France ou aux États-Unis, Moïse Katumbi Tchapwe a construit localement l'un des plus vastes champs de maïs en Afrique pour le bien de sa population et de son pays.
intérêt communautaire, emploi, baisse des prix, lutte contre la famine, un investissement tourné vers le social. Ailleurs, l'État encouragerait davantage. Pas priver quelqu'un d'électricité. Futuka symbolise la vision, l'exemple de celui qui sait ce qu'il veut faire pour son pays et son peuple. S'il le fait en tant que privé pour l'intérêt communautaire et si jamais le patriotisme se constate à travers les actes. Aimer son pays, son peuple, on le démontre à partir de petites choses. Les actes parlent mieux que les paroles. Notre demande, tous les jours, tout le temps, c'est que nous soyons connectés. En fait, vous voyez de vous-même. Nous fonctionnons, nous consommons presque 2000 litres dans l'espace de 24 heures du temps, vous voyez. Parce que notre machine consomme entre 80 et 100 litres par heure. Kashobwe, un village qu'on peut transformer en oasis de paix. Ailleurs, au Nigeria, tout le monde le fait. On est heureux en vivant aux côtés de siens. Moïse Katumbi Chapwe l'a si bien démontré. Pas besoin de le dire, faisons comme lui pour son village. Un bel exemple de l'amour du prochain. Les habitants de la contrée eux-mêmes le savent et leurs témoignages sont poignants. Faisons le bien pour la communauté. Et vous l'avez certainement compris, c'est sur cette note que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Lubumbashi ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.